salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Donc on arrive en 1991, où finalement John Woo, c'est ça, ça marche pas vraiment fort dans sa carrière à cause d'une balle dans la tête qui a été très mal reçue et qui n'a pas nécessairement fonctionné, mais qui pour moi, comme je le répète, est très certainement un de ses meilleurs films. Et on arrive en 1991 avec son film Les Associés, avec Chow Yun-fat notamment. Là, il a carrément créé une comédie, en fait, ce qu'il n'avait pas fait jusque-là. Donc c'est réellement une comédie d'action, c'est vraiment un ton qui est très enjoué dans le film et qui est un grand succès. C'est un peu un film commercial, hein, je te dirais quelque part. C'est un film commercial. Le public, il y a une très bonne réception du public de ce film-là. Et en fait, c'était carrément un film pour renflouer ses caisses, quoi, parce que ça n'avait pas marché avant, donc pour pouvoir continuer sa carrière de cinéaste. Donc il renfloue ses caisses par rapport à ce film-là, qui est un film que, oui, c'est pas mal, mais c'est pas un de ses plus grands films, carrément pas. Et il fait en 1992 à toute épreuve, qui pour moi, c'est son ticket d'entrée aux États-Unis. À toute épreuve, c'est un film qui a été exporté partout à travers le monde et qu'aux États-Unis, ils ont vu ce film-là, ils ont découvert John Woo grâce à toute épreuve, à part certaines personnes qui, comme moi, un peu à l'époque, ont regardé des cassettes pâles. Là, je sais pas ce qui était à cette époque-là, avec le segment pâle en anglais. Mais bref, moi j'étais jeune, mais c'est ça, à part quelques personnes qui aimaient ça, fouiller un peu des films dans l'underground, hein, c'était comme ça à l'époque, de point de vue mainstream, du point de vue général du public, John Woo n'était pas nécessairement connu. Mais à toute épreuve, ça, tout le monde avait vu ce film-là à ce moment-là. À toute épreuve, pour moi, c'est le meilleur film de John Woo. Je te le dis carrément, top 3, à toute épreuve, premier. Donc John Woo, 1992, avec Chow Yun-fat et Tony Leung. C'est le premier film qui encense la police et pas le crime organisé. Donc c'est sûr que le gouvernement et la critique étaient super contents. Ah, enfin. Il l'a fait aussi un peu parce que c'était tout le temps le crime organisé qui était encensé dans ses films. Donc, pour une fois, il a dit ok, on va mettre des policiers. Il y a un plan séquence, et c'est la dernière fois qu'il va faire ça d'ailleurs. C'est un plan séquence dans l'hôpital qui a été réalisé de gunfight d'une durée de 2 minutes 43. Sais-tu comment c'est long? 2 minutes 43 pour un gunfight. Waouh! C'est un plan séquence qu'il a fait. Il avait une seule caméra. Donc ce plan séquence-là, il y a des explosions, il y a des fenêtres qui explosent, etc. au fur et à mesure. Ce plan séquence-là de 2 minutes 43, il avait une seule prise pour le faire. Il fallait pas que ça rate. Ça a fonctionné, il a été chanceux. C'est la dernière fois qu'il l'a fait, parce que par après, il a fait des scènes d'action très longues, comme ça, des longs plans séquences, mais il a utilisé sur un de ses films, je me souviens plus lequel, plus récent, 15 caméras, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Si la caméra avait dératé à ce moment-là, t'imagines même pas, quoi. C'est carrément le bordel. La scène de l'hôpital à la fin, c'est 45 minutes dans le film de gunfight sans interruption. 45 minutes. C'était à l'époque les scènes les plus longues de gunfight sans discontinu qui avaient jamais existé. Ça a demandé, juste cette scène-là, 40 jours de tournage, juste pour la scène de l'hôpital. C'est hallucinant. Toutes les scènes d'action du film, comme d'habitude, depuis ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'était après le Syndicat du Crime 2, il me semble, le film d'après, de Killer, toutes les scènes d'action sont improvisées par John Woo et sont mises en scène par John Woo sur le moment de la réalisation. Évidemment, dans ce film-là, pour moi, il y a aussi une scène d'anthologie qui est la première scène de la Maison du Thé, qui est juste exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est une des plus grandes scènes. Donc, ces deux policiers à toute épreuve, il y en a un qui est un vrai policier, puis l'autre qui est un peu comme The Departed. Enfin, The Departed, c'est pas la même affaire, mais je veux parler de The Departed. Oublie ça. Mais deux policiers qui sont... donc il y en a un qui est undercover, puis l'autre qui ne l'est pas, puis celui qui est undercover, il ne veut pas dire à l'autre qu'il est undercover. L'autre pense que c'est un gangster. Ils se retrouvent qu'ils sont policiers, puis finalement il y a le Heroic Bloodshed qui s'en vient avec la Brotherhood, les gars qui deviennent super amis et qui décident d'aller ensemble contre le même ennemi. Donc c'est ça pour moi, à toute épreuve, vraiment le meilleur film de John Woo ever, qui a jamais existé. 1992, va le voir si tu l'as pas vu. Va le voir. C'est génial. La suite de À toute épreuve signe son départ pour les États-Unis. Les États-Unis l'ont découvert et ont dit, comme font beaucoup les États-Unis, ils débauchent des réalisateurs à travers le monde pour avoir les meilleurs films possibles, quand finalement la production se met toujours dans le chemin et détruit les films et dit par après « Oh, c'est la faute du réalisateur ». C'est souvent comme ça et ça l'est encore. Hein. Donc, bref.
il débauche un petit peu John Woo. John Woo avait toujours rêvé d'aller travailler aux États-Unis parce que pour lui, mon Dieu, les États-Unis avec les moyens qu'ils ont, bien plus que Hong Kong, qui à l'époque, comme je disais, appartenait jusqu'en 1997 encore à l'Angleterre, donc il y avait plus de moyens qu'en Chine. Lui, pour lui, c'était le rêve américain, donc il s'en va naturellement. Il fait son premier film, Hard Target, en 1993, ou Chasse à l'homme en français, avec le fameux Jean-Claude Van Damme, Arnold Vosloo et Lance Henriksen. Le budget du film était 18 millions, il a rapporté 74 millions, ça a super bien fonctionné. John Woo rêvait d'aller aux États-Unis, mais il faut te dire une chose, c'est qu'il parlait pas un mot d'anglais quand même, hein, donc ça a été très compliqué pour lui. C'était un chinois, même s'il vivait à Hong Kong. Donc ils avaient quand même sur le tournage, petite anecdote, embauché Sam Raimi en disant si ça fonctionne pas avec John Woo parce que personne ne le comprend, on va le dégager et puis on va mettre Sam Raimi à la place, quoi. Donc c'était pas très gentil. Finalement ça s'est pas passé, John Woo a réussi à se faire comprendre en dépit du fait que son anglais était pas exceptionnel et ils avaient tourné le film, l'action du film se déroule à la Nouvelle-Orléans parce que Jean-Claude Van Damme était considéré comme ayant un fort accent français ou francophone. Donc il disait qu'en mettant à la Nouvelle-Orléans ça passerait mieux. Le film à la base, comment il avait été conçu, était centré sur le personnage de Lance Henriksen qui joue Fouchon, je sais plus c'est quoi son prénom. Et finalement, Jean-Claude Van Damme, quand il a vu ça à la fin du film, il a vu que ok, Lance Henriksen est comme plus centralisé que mon personnage à moi. Il a décidé de rentrer, et c'est vrai ce que je te dis, il a décidé de rentrer dans la salle de montage avec le monteur. Il s'est enfermé pendant 2 jours et ils ont tout recoupé le film au complet. Il manque 1 heure de film au total. 1 heure de film qui a été coupée pour que en fait Jean-Claude Van Damme soit la personne la plus centrale dans ce film-là. John Woo et Jean-Claude Van Damme devaient faire un autre film par après qui s'appelait Shadow of Death, mais ça s'est pas fait parce que en fait il y a eu un gros problème de compréhension entre John Woo et Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme disait que John Woo faisait pas nécessairement ce que lui il voulait qu'il fasse. John Woo a juste déclaré, ce qui est quand même assez spécial, John Woo lui a juste déclaré que Jean-Claude Van Damme était quelqu'un de très professionnel, qui travaillait très bien sur un tournage de film, mais qui avait un ego un peu démesuré. Donc je pense que ça résume bien comment peut-être était Jean-Claude Van Damme à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ça a mis fin à la collaboration de John Woo et Jean-Claude Van Damme, mais ça n'a pas mis fin à la carrière de John Woo aux États-Unis, loin de là. Donc on va voir ça tout de suite. Ce que je pense de Hard Target, Chasse à l'homme, ouais, c'est Jean-Claude Van Damme. J'ai jamais été trop fan de Jean-Claude Van Damme. J'avais vu tous ses films à l'époque, là, dans les années 90, mais j'ai jamais, je sais pas, il y avait quelque chose qui était déjà cliché à l'époque, il est encore plus maintenant, mais qui sonnait cliché, qui était peut-être surjoué ou mal fait. Je sais pas, je suis pas rentré dans la mode Jean-Claude Van Damme de l'époque. Il y avait une mode, mais je suis pas rentré dedans, je pense. C'est peut-être son moins meilleur, wow. Son moins mauvais film, je dirais. Son meilleur film, je dirais, à Jean-Claude Van Damme, c'est peut-être celui-là. Hard Target, Chasse à l'homme. Donc, parce qu'il y a un petit peu la signature de John Woo et de ses scènes d'action phénoménales en arrière. Peut-être. Donc, je sais pas, c'est ralenti aussi qui sont cool. Peut-être que je dirais ça. Il y avait Bloodsport, mais Bloodsport a mal vieilli, donc ouais, Chasse à l'homme, ok. On est d'accord. Même si tu me réponds pas. On arrive en 1996 avec Broken Arrow, Broken Arrow fait partie de mon top 3, donc je le mettrai en 3, en 2, 3. Premier à toute épreuve, 3 Broken Arrow, avec John Travolta et Christian Slater, budget de 50 millions, revenu 150 millions. Quand ils ont fait le film, moi je l'aime beaucoup ce film-là, ça reprend vraiment les thématiques de John Woo, comme je disais avec les frères ennemis, littéralement, au départ ils sont amis et finalement ils ne le sont plus, il y a des spoilers, fait que si tu veux voir le film, va voir le film avant de continuer la vidéo comme d'habitude. Travolta, quand ils lui ont donné le scénario, il avait le choix de jouer entre le rôle de Dickens et Elle, donc soit le méchant soit le gentil, et Travolta, juste pour anecdote, a tout de suite choisi de jouer le rôle du méchant. Christian Slater, pour ce film-là, c'est quand même à noter, a fait quasiment toutes ses cascades. C'est assez cool quand même aussi. On voit que le gars était quand même. C'est bien. Moi je pensais pas ça de Christian Slater. Il y a eu énormément de coupage, encore une fois, de la part des studios au montage de ce film-là. D'abord pour le rated, ils voulaient pas que le film finisse rated R, ce qui aurait été le cas s'ils l'avaient gardé de cette manière-là. Et aussi, c'est ça tout simplement en fait. Et aussi la longueur, oui, c'est ça. Et aussi la longueur du film. Ils trouvaient que le film était trop long. Donc le film dépassait les 3 heures. Quand ils ont coupé au montage, encore une fois, ils ont coupé énormément de scènes d'action. Il y a beaucoup de scènes d'action qui ont été coupées et beaucoup de trous scénaristiques au niveau du développement des personnages.
qu'on ne verra pas parce que c'était dans le director's cut, je dirais. À l'intérieur de ce film-là, c'est quand même à noter aussi, il y a une musique de Hans Zimmer, que j'aime beaucoup, grand compositeur, que, notamment j'en ai parlé dans Man of Steel et dans Batman Begins. Donc c'est un très grand compositeur de musique, Hans Zimmer à Hollywood. Fait à noter, c'est que la même musique que tu entends dans Broken Arrow est utilisée dans Scream 2. Donc c'est exactement le même thème musical. Ça c'est spécial. Once a Thief en 1996. Ça j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Parce que c'est le remake des Associés dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la comédie un petit peu d'action romantique, plus ou moins, qui avait été faite en 1991 à Hong Kong. Pourquoi faire un remake, je sais pas. Hein. Je l'ai vu, mais j'avais vu le film original, c'est un petit peu la même chose, donc ça ne m'a pas nécessairement vraiment intéressé. Non. Ben, tu peux quand même le voir, hein. Ça vaut quand même peut-être la peine. Face Off en 97 ou Volte-Face, alors là, on est dans mon top 3, ça c'est lui que je mettrais en deuxième. À toute épreuve, Volte-Face, Broken Arrow, c'est mes 3 meilleurs films, je te dirais, de John Woo. Il y a les syndicats du crime et tout que j'aime bien après en arrière, hein, j'aime beaucoup cet univers-là, mais pour moi, à toute épreuve, c'est son meilleur au niveau de ce genre de film-là. Volte-Face, John Travolta, Nicolas Cage, naturellement, budget de 80 millions, le revenu 128 millions, ça a quand même bien marché. Petite anecdote quand même au sujet de Volte-Face. Schwarzenegger et Stallone devaient jouer les rôles principaux. Ça aurait tellement été bizarre. Non, c'est mieux que... Non, en tout cas. On reprend toujours la même thématique. Donc là, on n'est pas du tout dans des gars qui vont s'associer, mais au contraire des gars qui sont antagonistes l'un contre l'autre et qui changent de visage. Donc pendant tout le film, ils deviennent gentils, ils deviennent méchants, ils deviennent l'un contre l'autre. À savoir que Nicolas Cage avait refusé d'ailleurs le scénario au départ en pensant qu'il allait jouer le rôle du méchant. Ce qui est le cas pour le début du scénario, mais ce qui n'est pas le cas dans quasiment tout le film, où ils interchangent leur apparence, leur physionomie. Donc bon, c'est ça qui était intéressant. Il n'y a pas beaucoup de coupage au montage pour une fois dans Volte-Face. En fait, j'ai coupé qu'une seule scène. Les studios ont été d'accord pas mal avec John Woo. On dit non, c'est bon, on te laisse. Pour la première fois, quasiment de sa carrière, quasiment, peut-être à part une balle dans la tête, mais même ça a été coupé à cause des cinémas, comme je le disais tout à l'heure, qui trouvaient que le film était trop long et que c'était pas du coup tout public à cause de la longueur du film. Mais là, les studios ont dit ok, t'es free mon gars, vas-y, mets ce que tu veux. Sauf une scène. Ils ont coupé une scène, c'était la mort du fils de Sean, donc Sean Archer. Sa mort, on la voyait vraiment dans le film. Elle a tué un enfant, à l'époque, ça se faisait pas. Donc ça, ils l'ont coupé, mais tout le reste, c'est le film dans son intégralité. Donc pour une fois, tu peux voir ce que ça donne un petit peu un film de John Woo dans son intégralité. Ça fait partie de mon top 3, donc on voit que j'ai des bons goûts. Je sais pas. Et à noter aussi que ce film-là est produit par Michael Douglas, entre autres. Il y a plusieurs producteurs, mais il y a Michael Douglas, à qui on avait donné le scénario pour qu'il puisse jouer dans le film. Et qui, lui, en fait, a dit « Ok, c'est bon, je vais le produire. » Donc, peut-être une manière polie de dire qu'il voulait pas jouer dedans, je sais pas. Mais il l'a produit quand même. Mission Impossible 2. En 2000, avec Tom Cruise, Doug Ray Scott, Tandy Newton, Ving Rhames. Le budget, c'était 125 millions, le revenu 565 millions de dollars, un petit peu comme tous les Missions Impossibles, qui, pour ma part, sont pas nécessairement tous bons, mais qui sont très bons depuis... Le premier, j'avais pas mal aimé. Le 3, j'avais beaucoup aimé. Et qui sont bons depuis qu'il est avec Christopher McQuarrie, je me souviens plus si c'est Christopher son prénom, qui est en train de faire finir Top Gun 2 avec Tom Cruise. Les derniers, là, Fallout, Rogue Nation, vraiment bon. Vraiment bon. Les derniers Mission Impossible, j'ai beaucoup apprécié. Donc il y a une mythologie, une création des personnages qui est hallucinante. Donc en tout cas, Mission Impossible 2. Mission Impossible 2, j'ai vraiment pas aimé ce film-là. J'ai pas aimé ce film-là. Le film à la base durait 3h30. 3h30. Les studios ont demandé de couper parce qu'ils ont dit c'est bien trop long. C'est pas... À l'heure actuelle, tu regardes un Mission Impossible, les derniers sont à peu près cette longueur-là. Hein. Pas 3h30, mais peut-être dans les 3h, proche des 3h. Mais à l'époque, en 2000, ça se faisait pas. Donc ça explique beaucoup, dans ce film-là, il y a beaucoup de coupage au montage. Le coupage, je sais pas si ça se dit, mais je le dis depuis tout à l'heure, je sais pas comment le dire. Ça explique beaucoup les erreurs narratives, ça explique beaucoup les défauts dans la narration, donc comme je dis, les erreurs narratives, les défauts dans la construction des personnages. Il y a des trous, littéralement, dans la construction du personnage. On ne sait pas pourquoi il dit ça, ou il fait ça, ou il est là, mais parce que c'était expliqué dans le film, on ne le voit pas. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas le deviner. Donc en tant que spectateur, on trouve qu'il y a des incohérences. Et les scènes d'action sont pas super nombreuses.
ce film-là est trop romantisé, ça fonctionne pas, c'est pas... non. Donc tout ça a été coupé parce que le film à la base était rated R, puis finalement ils voulaient que le film soit PG-13 aussi, donc en plus de la longueur du film, il y a énormément de... Bref, ça a été sabré au montage. C'est la première fois que Tom Cruise, comme je disais tout à l'heure en début de première vidéo, j'imagine, faisait ses cascades tout seul, pas mal. Cascades les plus dangereuses, on va dire. Et John Woo était inquiet, alors que John Woo c'est un gars qui lui est justement, plus on est proche de l'action, plus c'est réaliste, mieux c'est. Et il était quand même pas mal inquiet, même à un moment donné, Tom Cruise doit traverser comme une sorte de mur de feu en moto. Et normalement, tu mets du gel, une sorte de gel qui permet de ne pas prendre feu sur toi, puis lui il l'a pas mis, et il a traversé avec sa moto et il n'a rien eu, il était chanceux. Mais bon. En arrière, les assureurs voulaient absolument pas l'assurer. Du coup, il a dit non, mais c'est bon, les cascadeurs vont le faire. Puis quand il a été sur le tournage, il a tout fait lui-même. Mais en même temps, c'est lui qui produit la plupart, c'est lui qui met le plus d'argent dans ces films-là. Maintenant, il est carrément le PDG d'une des plus grosses maisons de production qui est en arrière de Mission Impossible. Donc j'imagine que les autres qui mettent un petit peu d'argent, mais pas autant que lui, n'ont pas leur mot à dire. C'est comme ça. Ce qui n'est pas le cas pour Wesley Snipes. Tu sais de quoi je parle si je fais une petite référence. Donc, c'est ça, Mission Impossible 2. Wind Talkers en 2002 avec Nicolas Cage, Adam Beach, Peter Stormare, Mark Ruffalo, Christian Slater, il y a beaucoup de monde là-dedans. Budget du film 115 millions, revenu 77 millions. Adam Beach dedans, à noter, qui pour moi est un très grand acteur que j'aime beaucoup, qui est un acteur des Premières Nations canadiennes, autochtones, et qui essaye de faire sa place à Hollywood, et que j'aimerais qu'il fasse sa place à Hollywood. Il a un grand rôle dans ce film-là. C'est un film que j'ai pas nécessairement apprécié. J'ai trouvé le film, je sais pas, peut-être... Oui, c'est basé quand même sur une histoire vraie, des gars qui ont décidé pendant la Seconde Guerre mondiale de créer un code basé sur la langue Navajo, à savoir que Adam Beach et les autres qui sont montés avec lui des Premières Nations ne parlaient pas Navajo, ce ne sont pas des Navajos, puisqu'il y a plusieurs tribus indiennes, ils parlent pas amérindiennes, mais c'est pas amérindienne, Première Nation, pardon, qui ne parlent pas la même langue, donc il y a beaucoup de tribus. Bref, ça c'est le petit phénomène à noter. Petite anecdote aussi, Nicolas Cage s'est obligé à parler le Navajo couramment. Il a pris des cours pour parler Navajo couramment, quand son personnage n'a pas besoin de parler un seul mot de Navajo. Donc John Woo a dit à la fin du film que Nicolas Cage avait absolument rien compris au scénario. Donc ça c'est un film qui a vraiment pas marché au niveau des critiques, ni au niveau des fans, ni au niveau du public. Ça n'a pas nécessairement fonctionné, c'est dommage, c'est une histoire qui est certainement très intéressante, mais qui je pense a été mal montée et mal conçue. Donc ça donne un très mauvais rendu. Paycheck, ensuite, qui va être son dernier film américain jusque-là. Jusque-là, parce qu'il y en a un autre qui vient là récemment, mais en début 2000. Donc Paycheck 2003 avec Ben Affleck, Aaron Eckhart et Uma Thurman, Paul Giamatti. 60 millions, revenu 96 millions, ça a plus ou moins bien marché. C'est adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick, je pense, de mémoire. Son nom, c'est le gars qui avait fait Total Recall, qui avait fait des nouvelles, qui ont été basées pour faire les films de Total Recall, etc. Donc tu vois, c'est un petit peu le même genre d'univers. À savoir que Matt Damon devait jouer le rôle principal, mais il a refusé parce qu'il était pris dans les Bourne et il voulait pas refaire encore un Bourne vu qu'il venait déjà de faire Bourne Identity. Donc il se disait, ouais, ok, je vais être cantonné toujours dans les mêmes rôles, donc je vais peut-être faire des suites à Bourne, mais pas faire plusieurs fois des films avec le même type de personnage. Donc c'est ça. Ça a été un petit peu la fin, je dirais, ce qui met un terme à la carrière américaine de John Woo, qui va reprendre là, en 2019, dont je vais parler juste après. Mais à ce moment-là, il retourne en Chine pour tourner en Chine, qui n'est plus Hong Kong, puisque Hong Kong n'appartient plus à l'Angleterre depuis 1997, donc ça va être avec d'autres moyens, ça va être un autre type de filmographie, mais c'est ça qu'il va faire. Yes. Donc John Woo retourne à ce moment-là en Chine. Ses deux derniers films, comme je disais, Wind Talker et Paycheck, n'ont pas fonctionné en 2002-2003. Il retourne en Chine, il décide de continuer de faire sa carrière en Chine. Il change drastiquement de style cinématographique. Il va faire Chibi. J'ai pas trouvé nécessairement les titres en français, en anglais, comme je disais au début de la vidéo. Là, je vais le dire en chinois. Mais c'est facile aussi, c'est juste Chibi. Chi et Bi. Donc Chibi en 2008 et Chibi 2 en 2009 avec Tony Leung, que j'aime beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, ce sont des fresques historiques, grosses fresques historiques qui se passent en 200 avant Jésus-Christ. Donc on connaît un petit peu, ça donne un petit peu le contexte. On connaît ce genre de fresques-là, historiques, chinoises. Ils font plein de films en Chine là-dessus, ils adorent ça. C'est des films à rallonge qui durent 2-3 heures, certains même proches de 4 heures.
C'est, je sais pas, ils aiment ça, eux, faire ces films-là. Nous peut-être occidentaux, ça nous touche un peu moins. Pas tout le monde, il y en a qui aiment ça aussi, hein, c'est sûr. Il y a un public aussi occidental pour ce genre de film-là. Moi, peut-être, c'est ça, d'un point de vue peut-être plus personnel, bon, ça me touche un petit peu moins, hein. J'ai essayé, hein, j'avais regardé un film récemment avec Matt Damon, mais qui était un film chinois. Je l'ai coupé, j'étais perdu, je pensais à autre chose. C'est pas ma tasse de thé, bon, ok. Mais j'essaye quand même, des fois avec ma conjointe, on envoie, on se force, on dit ok, peut-être celui-là, ça va être différent. Et on va aimer, il y a peut-être quelque chose qu'on comprend pas dans ce processus cinématographique. Mais bon, ça fonctionne pas pour moi pour le moment. Il a sorti ensuite The Crossing en 2014 et The Crossing 2 en 2015. Hein. Il aime ça faire des films comme des grosses fresques à rallonge et que finalement il coupe en deux, il sort en deux fois. Donc ça c'est une fresque romanesque, encore une fois, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, ou plus ou moins pendant cette période-là, des années 40, avec Zhang Ziyi, la grande actrice chinoise Zhang Ziyi, que j'aime beaucoup aussi. Notamment, je pense à elle dans Hidden Dragon et Crouching Tiger, ou aussi dans Geisha, c'est ça, Geisha, Zhang Ziyi. Mais elle a fait plein d'autres films aussi, Zhang Ziyi, puis mais elle joue super bien, Zhang Ziyi. J'aime beaucoup cette actrice-là. Bref. Donc ça, encore une fois, une fresque, donc c'est un petit peu historique, pas dans le même contexte, on n'est pas dans avant Jésus-Christ, là, on n'est pas dans le médiéval, mais on est plus dans le contexte de la guerre. C'est romanesque, c'est historique en même temps, donc c'est beaucoup de moyens, c'est grandiloquent, ce que la Chine aime, et c'est toujours en rapport un petit peu avec la bonne pensée du gouvernement, c'est sûr. Donc c'est ça, il rentrait un petit peu là-dedans, dans ce genre de film-là. En 2017, là, on arrive à la fin de John Woo, il sort de film Manhunt, Zuibo, Manhunt, ça c'est le dernier film d'action de John Woo, que j'ai vu hier soir, donc j'en parlais tout à l'heure, qui se passe à Hong Kong. C'est un film où les acteurs principaux sont chinois et japonais. Donc il y a 3 langues dans ces films-là, le chinois, le japonais et l'anglais, parce que les deux acteurs de temps en temps les personnages de temps en temps ne se comprennent pas, donc ils parlent en anglais. Ils parlent plus ou moins bien quand même en anglais, il n'y a pas de problème. Ils ont peut-être un accent un peu japonais ou un peu chinois, mais ça ne dérange pas. Le film est 5.3 sur 10 sur IMDb. J'ai pas nécessairement apprécié ce film-là, je te dirais, d'un point de vue personnel. J'ai trouvé ça un peu long, j'ai trouvé ça très cliché. Il a repris un peu les films qu'il faisait, comme À toute épreuve, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais maintenant, est-ce qu'en 2017, on peut continuer à faire un film comme ça? Je sais pas. Parce qu'À toute épreuve, je vais le regarder dans le contexte de l'époque. Ok, je ne vais pas le regarder comme si le film y avait été fait maintenant. Je vais le regarder comme si c'était un film qui a été fait en 1990. Donc je le remets dans le contexte de l'époque. Donc je vais savoir qu'il y a certaines choses que lui avait créées et qui maintenant sont rendues clichés parce qu'elles ont été reprises par d'autres réalisateurs au fur et à mesure dans leur filmographie. Et c'est devenu cliché à force. Mais qu'à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Donc tu te remets dans le contexte de l'époque, tu regardes le film comme quelque chose qui était nouveau et finalement tu apprécies peut-être plus le film comme il devait être en 1990. Mais là, on est en 2017 et on reprend comme un peu le même système que le syndicat du crime et tout ça. Peut-être un peu plus aussi maladroit, des dialogues qui sont plus ou moins bien travaillés, des ralentis. Il y a un peu trop de ralentis dans le film. C'est très très coupé au niveau du montage. C'est très difficile pour moi, j'ai trouvé, à regarder à cause de ces grosses coupures au niveau du montage. On part dans tel plan, on part dans un autre plan, on part dans un plan large, on part dans un plan rapproché. Il n'y a pas vraiment de transition. Donc... pas nécessairement apprécié ce film-là. C'est une production Netflix, donc je pense que si tu as Netflix, tu peux aller le voir. Donc si ça peut t'intéresser, c'est sa dernière production. Je l'ai regardé hier soir, comme je le dis, je le répète. Pas trop aimé. Bon. Peut-être 2-3 scènes qui sont intéressantes. La scène de début est drôle. Ils font de la danse des uns de tous en ligne. J'avais trouvé ça cool. Comment c'était filmé aussi. Il y avait quelque chose de cinématographique là-dedans. Et peut-être la scène, une seule scène où tu as une personnage qui arrive en moto, un des personnages principaux qui arrive en moto, qui a une attaque pendant un mariage et elle est armée de 2 pistolets, naturellement. Donc bon, peut-être cette scène-là. Il y a des trucs intéressants aussi, des petits aspects comiques qui sont très asiatiques, qui sont peut-être intéressants. Mais grosso modo, j'ai pas trop apprécié le film. Pour finir avec John Woo, il est en train de travailler en ce moment sur le remake de The Killer, son plus grand film dont je parlais tout à l'heure, en 1989. The Killer, son chef-d'œuvre, celui qui l'a fait connaître, même si À toute épreuve l'a fait connaître de la planète Hollywood. The Killer, c'est ce qui a donné sa plus grande notoriété, je te dirais, à Hong Kong et peut-être même dans le milieu underground à travers le reste de la planète. C'est ce que a fait découvrir John Woo.
Et à l'époque, on ne pouvait pas regarder des films comme Le Syndicat du Crime en 86 ou Le Syndicat du Crime 2 en 87. C'était pas accessible en cassette. Et grâce à The Killer, on a pu avoir une exportation en cassette. Donc il fait le remake de The Killer avec Lupita Nyong'o notamment, qui va jouer dedans. C'est en ce moment, en pourparlers, c'est en fin d'écriture de scénario. Donc j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça va être bon. J'espère que ça va être bon parce que son dernier, comme je disais, Manhunt, j'ai quand même été assez déçu. Donc on verra ça. Et c'est ce qui clôture John Woo. C'était long. Mais j'ai pas fait ces 44 films. Hein. Puis je ferai pas Chang-Chi qui a fait plus de 100 films. Chang-Chi, il faisait 4 films par année. Film d'arts martiaux. Fait que, non, personne peut me demander dans la chaîne de faire des vidéos sur Chang-Chi, je vais mourir. C'est trop de films, c'est trop de films. Tu dis ça, fait que ton premier commentaire, ça va être quelqu'un qui va demander. Peut-être, ouais. Les films d'arts martiaux, c'est prolifique, c'est fou. Là, je parle de Chang-Chi, mais il y en a eu plein d'autres des gars qui ont fait des films d'arts martiaux en Chine. C'est super prolifique. On pense toujours à Bruce Lee et tout, mais Bruce Lee, il a fait genre 5 films, quoi, avant de mourir. Il n'a pas fait tant que ça quand il est rentré dans les films d'arts martiaux. Mais les films d'arts martiaux, là, c'est waouh. Il y en a tellement. C'est fou. Je peux te faire une demande? Oui. J'aimerais ça que tu fasses Ed Wood à un moment donné. Ed Wood, ouais, ok, d'accord. Ok, Ed Wood. Je vais sûrement faire. Je vais faire Ed Wood. Ok, d'accord. Je vais faire Ed Wood. C'est une demande de ma conjointe, pas de problème.